Si tu votes, tu as l'impression que ce vote va changer quelque chose à ta vie ou que c'est vraiment parce que tu es obligé? Non, je crois plutôt parce que je suis obligé. Que ce soit de gauche ou de droite, je crois que c'est pareil. Tu n'y crois pas aux élections? Non. Non, pas du tout. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincue que voter change quoi que ce soit. J'ai jamais voté. J'ai toujours rentré des certificats, comme ça je fais un an. Le poids des abstentionnistes, qui forment d'une certaine manière le deuxième plus grand parti de Belgique. Ils sont embourbés ou dans leur pot de vin. C'est le fric avant tout, quoi. Il y a bien une bande d'enfoirés en Belgique, c'est bien le gouvernement. 49% des personnes interrogées sont pour la fin du vote obligatoire. Ce sera toujours les mêmes au pouvoir et rien ne changera. On pense qu'on peut prendre des décisions comme ça qui nous concernent sans qu'on ait notre mot à dire. Vers 11h, c'est l'affrontement, dur, violent, impitoyable. Plus d'un Belge sur deux n'a plus confiance dans les institutions et souhaite le retour d'un pouvoir autoritaire. Il est grand temps maintenant que le citoyen reprenne les choses en main. Je crois que un changement s'impose, mais je ne vois pas qui peut proposer un changement. Alors. Il n'y a pas vraiment de parti qui propose un changement. Notre système électoral a toujours été remis en question. Aujourd'hui, il est en crise, plus que jamais. Moi, la politique m'a toujours intéressé. Mais là, ça fait 25 ans que je vote et j'avoue, je suis de moins en moins motivé. Notre système politique, en fait, c'est comme mon vieux camping-car. J'y suis attaché, c'est sûr. Il a rendu des services. Mais il est daté. Pas vraiment fiable. Il a de quoi être critiqué. Il y a quelques années, j'ai découvert le livre d'un auteur flamand au titre provocateur, Contre les élections. Il va me marquer profondément, car il fait écho à ce que je ressens comme citoyen. Mais il donne aussi de l'espoir. L'auteur veut réhabiliter un vieil outil démocratique, le tirage au sort de citoyens. Ce bouquin a eu une grande influence. Vous ne le savez sans doute pas, et je ne le savais pas non plus, mais des expériences basées sur le tirage au sort se multiplient, et particulièrement en Belgique. Je me suis dit, ok, je veux en savoir plus. Je vais aller explorer tout ça et voir si on peut réenchanter notre démocratie. Tant qu'il est encore temps. Ma première étape, je la fais dans le Pays Noir. J'y retrouve plusieurs membres de Cap Démocratie, un collectif citoyen wallon lancé il y a quelques mois. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Salut. Salut, salut. Bonsoir. Salut François. Bonjour, bonjour, Cap Démocratie. Alors c'est vous. Donc, Fanny, c'est quoi alors Cap Démocratie? Cap Démocratie, tu l'as dit, c'est nous. C'est un groupe de citoyens. On est des citoyens qui faisons partie de plusieurs mouvements militants, mais jamais les mêmes. Vraiment une grosse diversité. On est apartisans, on fait vraiment partie d'aucun parti politique et on n'a pas d'idéologie. Si ce n'est qu'on croit en la démocratie et qu'on est vraiment inquiet de la voie que c'est en train de suivre. Aujourd'hui, les citoyens et citoyennes ont l'impression qu'ils ont le pouvoir parce qu'ils votent une fois tous les 5 ans, mais en fait le reste du temps, ils n'ont pas de prise sur les décisions. Et pour moi, c'est une des explications du fait qu'on n'arrive pas à avancer sur des enjeux aussi importants que l'écologie ou la crise climatique. Et clairement, pour moi, il faut réimpliquer les citoyens beaucoup plus dans les décisions. Patricia, vous allez faire quoi aujourd'hui là? Ah oui, on va sur la place verte, il paraît qu'il y a un beau marché et qu'on peut peut-être demander aux gens de signer notre pétition. Voilà, on demande l'instauration d'assemblées citoyennes au Parlement wallon, c'est ça le message qu'on va faire passer. Donc notre idée, c'est très simple, c'est qu'on a l'impression que les élus politiques ils prennent un peu des décisions sans consulter les citoyens et pas toujours dans l'intérêt général. Même qu'on donne notre avis au gouvernement, ils disent oui, il faut tout le contraire derrière notre cul. Donc. Ah mais voilà. Parfois on entend des choses dures, épouvantables, comme les gens rejettent le politique, c'est terrible, parfois avec des mots très cru et très agressif, en colère, Donc je pense qu'il est -5 et qu'il y a une urgence climatique, mais il y a aussi une urgence démocratique, je pense. Nous choisissons, nous élisons des gens, mais ils ne font plus ce que nous on leur dit. C'est pourquoi on les a élus. Et donc, nous, plutôt que de juste constater ça et râler, etc., on se dit on va proposer quelque chose de différent. Et ce qu'on propose, c'est la création d'une assemblée citoyenne
tiré au sort. C'est-à-dire qu'on tirerait au sort des citoyens qui constitueraient un parlement, à côté du parlement des politiciens. Et ce parlement de citoyens pourrait proposer des mesures sur du long terme, sans être influencé par les partis politiques, sans être influencé par l'électoralisme. Je suis d'accord sur le principe où tout n'est pas bien fait, mais tout n'est pas mal fait non plus. Oh non, non, Faut ça quand je suis même d'accord. pas non Non, plus, moi je le dis, parce qu'il y en a qui disent qu'on ne vit pas en démocratie. Moi je dis que je préfère quand même vivre en Wallonie plutôt qu'en Russie. Hein. Voilà, j'allais dire. Moi je ne suis pas contre les élections. Je pense que c'est nécessaire parce qu'il faudra toujours des dirigeants et que le système d'élection, il est valable, mais il est nettement insuffisant. Est-ce que vous avez 30 secondes pour parler de démocratie? C'est quand même le peuple qui décide. C'est ça le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a fait des politiques, on a fait faire un métier, on en a fait une carrière, un peu une carrière. C'est pas... Aujourd'hui, ils veulent juste garder leur place et leur privilège, entre guillemets. Moi, je ressors toujours des moments où on fait des collectes comme ça avec le même sentiment, un sentiment d'être conforté dans ce qu'on fait, de la justesse de ce qu'on fait. Beaucoup de gens signent. Franchement, c'est pas compliqué d'avoir les signatures. Ceux qui signent pas, c'est vraiment des personnes qui sont en défiance totale. Ils veulent plus entendre parler du politique, ils sont en rejet. Et c'est pour ça qu'on fait ça aussi. C'est pour ne pas atteindre le fait que toute la population arrive à cet état-là. Je pense qu'actuellement, la société elle est clivée. De plus en plus, on se radicalise. L'extrême gauche, l'extrême droite, pro-nucléaire, anti-nucléaire. C'est quelque chose qui me fait peur, cette fracture et ce clivage au sein de la société. Et j'ai l'impression qu'il y a un sujet qui est fédérateur, c'est la démocratie. Ouais, donc ça, c'est celui-là. Avant de continuer mes recherches, j'en profite pour prendre le pouls de la population. Et je le ferai quasiment partout où j'irai. De Charleroi à Liège, d'Anderlecht à Namur, je vais installer un mini-studio en forme d'isoloir et je vais poser quelques questions aux citoyennes et citoyens que j'y croise. Pour l'anecdote, c'est en Belgique que l'isoloir a été inventé et utilisé pour la première fois lors d'élections. Ça vous fait penser à quoi, le mot démocratie ? À la liberté des citoyens et au fait qu'ils ont leur mot à dire. Démocratie, liberté, équité et respect des valeurs. On vote, mais c'est pas forcément ce que nous on a voté qui passe. Donc, est-ce que c'est ça la démocratie? Je crois pas. On a pas vraiment le libre choix, mais on peut quand même faire certaines choses en étant libre. Poudre aux yeux, mensonge, supercherie. Mettre en avant ses idées, les proposer et faire en sorte que si jamais elles sont approuvées par la majorité, elles soient mises en œuvre. On dit que tout le monde a droit à la parole, tout le monde a droit à son avis et tout le monde pèse. Mais est-ce qu'on est vraiment en démocratie à l'heure actuelle? Je sais pas. Ah, la démocratie. S'il y a bien un mot pour lequel chacun a sa propre définition, c'est bien celui-là. Et vous savez quoi? Eh bien, ce mot démocratie dont on parle tout le temps, il n'est inscrit nulle part dans la Constitution belge, ni dans celle des États-Unis d'ailleurs. Pour en savoir un peu plus sur cette idée complexe de démocratie, j'arrive à Saint-Gilles, une commune bruxelloise. Je vais rencontrer Pierre-Étienne Van Damme, un chercheur en philosophie politique, dans son café préféré. Qu'est-ce que vous pensez du système politique aujourd'hui en Belgique? Est-ce qu'il est démocratique? Une démocratie, dans l'idéal, c'est un régime où les gens choisissent leurs propres lois, à la suite d'une discussion libre et d'une manière qui respecte l'égalité des voix. Bon, alors cet idéal, il n'est pas réalisé en Belgique, il n'est réalisé nulle part. Mais on est quand même dans un régime qui a des traits démocratiques. Les élections sont relativement libres et équitables, mais les élections ont aussi un côté plus aristocratique, le fait qu'elles amènent au pouvoir plutôt les élites, et elles surreprésentent certaines catégories sociales et sous-représentent d'autres catégories. Et puis il y a un aspect oligarchique aussi, le fait que les riches aient plus d'influence sur les décisions politiques que leur poids électoral, en fait. Ça, c'est un trait qui n'est pas du tout démocratique. Et pourtant, on associe toujours démocratie et élection. C'est quasiment devenu des synonymes aujourd'hui. C'est pas aussi simple que ça, visiblement. Non, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, le fait que la démocratie ne se résume pas aux élections. On est tellement habitué à ça. Et en fait, tous les régimes plus ou moins démocratiques qu'on connaît utilisent les élections. Et c'est même souvent considéré comme le trait démocratique. Mais on est en train de redécouvrir le fait que des formes démocratiques anciennes se passaient d'élections ou n'accordaient pas un rôle central aux élections.
Et donc, il n'y a pas forcément de raison de définir la démocratie par les élections. Remontons 2500 ans en arrière. En Grèce, à Athènes, se met en place la première démocratie. Pour la première fois, ce ne sont plus des nobles ou des rois, mais les citoyens qui prennent des décisions politiques. Bon, il faut préciser que les citoyens n'étaient que des hommes athéniens. Les femmes, les non-athéniens et bien sûr les esclaves n'avaient, eux, aucun pouvoir. Mais comment les Athéniens vont-ils désigner leurs décideurs temporaires? Avec le tirage au sort. La première démocratie est donc basée sur le hasard et non le vote. Des défaites militaires vont mettre fin à cette première expérience. Les nobles, les rois et les empereurs domineront à nouveau les siècles suivants. Et à part quelques exceptions locales, le tirage au sort sombrera dans l'oubli. La Révolution américaine, puis la Révolution française, vont instaurer un nouveau système politique basé sur le principe d'élection. Le peuple, enfin d'abord uniquement la bourgeoisie, va désigner certains d'entre eux pour le représenter et prendre des décisions en son nom. Les citoyens n'ont que les élections pour s'exprimer. Et aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard, en Belgique comme dans toutes les autres démocraties, eh bien on en est toujours là. Alors il y a quand même eu des évolutions. Après la Première Guerre mondiale, en 1919, tous les hommes belges de plus de 21 ans obtiennent le droit de vote. Il faudra attendre 1948 pour que les femmes puissent enfin mettre leur bulletin dans l'urne et qu'on ait un vrai suffrage universel. Et enfin en 1981, le droit de vote est abaissé à 18 ans. Vous avez 18 ans, c'est la première fois que vous allez voter. C'est la première fois, ouais. Alors vous trouvez que c'est important de voter? Bah c'est important, oui. On verra si c'est efficace, mais je sais pas. Mais depuis, la plupart des réformes de l'État vont aller dans le même sens. Le fédéralisme. Et le fonctionnement de notre petit pays va devenir de plus en plus difficile à comprendre. Qu'est-ce que vous pensez du système politique actuel? À mon goût, un peu désastre. Bah, j'avoue que je connais pas grand-chose. J'aimerais bien avoir un avis un peu plus clair, mais je sais pas. Je pense que j'ai l'impression qu'on est un peu abandonné, au fait. Pas beaucoup d'avis. Je veux dire que je m'intéresse pas forcément à la politique. J'essaye de comprendre, mais sans rien comprendre. Aujourd'hui, les politiques se cachent derrière la complexité du système pour pouvoir en fait faire des politiques qui les arrangent et qui leur permettent des réélections avant de penser au bien-être des citoyens. Pour quelqu'un qui n'a pas un intérêt marqué par le sujet, on se retrouve parfois un petit peu perdu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'y retrouvent pas du tout entre les régions, la communauté et puis ce qui reste encore de fédéral. C'est dingue. On vote tous les 5 ans désormais, pour le fédéral, les régions et l'Europe, mais beaucoup d'entre nous ne comprennent pas vraiment les enjeux de chacune de ces élections. Et quand on est jeune, et qu'on va voter pour la première fois, c'est peut-être encore plus complexe. J'arrive maintenant rue de la démocratie, ça ne s'invente pas. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Lucia et Lucas. Elle étudie le droit et la science politique. Ils se rendent aujourd'hui à l'Institut des Sœurs de Notre-Dame, une école secondaire, pour donner un atelier. Salut Lucia. Salut. Salut Lucas. Salut, ça va? Alors vous passez vos mardis matins dans une école secondaire bénévolement pour donner des formations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc en fait, on est des étudiants à l'université et on fait partie d'une ASBL Civics, qui est une ASBL qui vise à informer les jeunes sur la politique. Et donc on vient expliquer des notions de politique à des élèves du secondaire. Juste s'il y en a un à la fin de l'atelier qui vient nous dire « Ah, là je veux m'intéresser à la politique », on a déjà tout gagné. Enfin, voilà. On vient ici bénévolement et c'est déjà génial, quoi. Et voilà. Eh ben, allons-y, allons voir ça. C'est quoi votre idée de la politique? C'est quoi votre... Quand je vous dis le mot politique, quel sentiment avez-vous? Personnellement, quand on parle de politique, je me sens pas super concernée parce que j'y comprends rien et que je me sens pas représentée par les personnes qui font de la politique. Du coup, je me sens pas du tout concernée. C'est un peu des vieilles personnes qui sont tous au même endroit, qui discutent. Enfin, ouais, c'est ça. Quand je pense politique, je pense surtout compliqué. Compliqué, ok. Ouais. C'est important de parler de la politique dès le plus jeune âge, en fait, pour se rendre compte que dès le plus jeune âge, ok, plus tard, je peux ambitionner de devenir politicien, d'être député, de représenter les intérêts d'une certaine partie de la population. Notre Premier ministre, il est de droite, vous le saviez?
Je sais même pas c'est qui notre Premier ministre. C'est pas qu'il y a un Premier ministre. Tout le monde est bloqué. Moi, je me sur Charles Michel. souviens juste de la femme, là, quand elle a annoncé le Covid, qu'on restait à la maison. C'est fini, ça, Sophie Mess. Hein. Depuis un petit moment. Pour moi, c'est la base. C'est autant d'importance que les maths, le français, les sciences. Pour moi, c'était vraiment un truc peut-être même plus important en réalité. Plus important parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel à sa formation en tant que citoyen. Et ça ne devrait pas être un savoir qui, OK, bah, une fois qu'on sort de l'école, si on ne peut pas l'UNIF, on ne peut pas du droit ou de Sciences Po, ah bah voilà, on n'a pas le savoir. Au niveau des élections, est-ce que ça vous parle, les élections? On a notre vote à nous, ce que l'on pense directement, on va voter par rapport à ça, etc. Sur la personne qu'on pense qui a une même vision que nous. Il y a aussi le fait qu'on peut tous se présenter. Donc on doit pas, il n'y a pas une personne choisie pour laquelle on doit voter. Nous-mêmes, si on n'est pas d'accord ou si on a une autre vision, on peut dire moi, je veux me présenter pour que les gens puissent me suivre et pour qu'on puisse changer le monde. Les jeunes s'intéressent, ils ne se rendent pas compte qu'ils s'intéressent à la politique. Moi, même ici, tout au long de l'atelier, on l'a vu, ils disent au début de l'atelier, moi j'y connais rien, je sais pas si je suis à gauche, si je suis à droite. Au final, ils ont un avis sur tout. Sur tous les sujets, ils ont un avis. Donc tout est politique et tout le monde est politisé. En fait. Et à partir du moment où tu as un avis, c'est que tu as ta place en politique. Et tu penses qu'il y a d'autres moyens pour toi d'être représenté ou de te sentir en tout cas représenté? Des groupes locaux, par exemple, qui feraient, à qui on parlerait plutôt, ou alors on dit toujours qu'on est en démocratie, mais on est plutôt, je trouve qu'on est plutôt en semi-démocratie. T'aimerais bien être plus actrice du changement, quoi. On n'a pas vraiment le pouvoir de proposer des lois ou des changements. Et ça vous dirait vous présenter, vous, ou pas du tout? Non, du tout. Ça peut peut-être changer. Hein. Ouais, peut-être. Moi, à ton âge aussi, je ne m'y intéressais pas du tout. Maintenant, je suis là en train de vous donner un atelier. Je vais peut-être faire des études de Sciences Po. On vit donc dans un système politique hyper complexe, finalement très peu représentatif, et ce n'est pas pour rien qu'il est critiqué de toutes parts. Un homme a joué un rôle important dans cette remise en cause, c'est David Van Reybrouck, l'auteur de Contre les élections. Son idée, remettre au goût du jour le tirage au sort des citoyens. C'est une idée qui ne venait pas de nulle part. Depuis plus de 20 ans, des expériences locales ont lieu dans plusieurs pays, au Canada, en Islande ou aux Pays-Bas par exemple, et des dizaines d'études scientifiques ont analysé ces tentatives et affiné tous les processus. Alors tu as appelé ton livre « Contre les élections ». Oui. C'est quand même très très fort comme... Oui, le titre est un peu ambivalent. Parce que la conclusion du livre, c'est qu'il faut qu'on combine les élections avec le tirage au sort. Mais si on limite la démocratie aux élections, on a un problème. Parce que les élections, à l'origine, c'est une méthode aristocratique. Le mot « élection » et « élite » ont la même racine étymologique. Le tirage au sort, en fait, ça nous paraît une idée un peu folle. Toi, tu as souligné que le tirage au sort, il fait partie déjà de la politique depuis longtemps, de manière un peu détournée. Je me souviens, quand je commençais à parler du tirage au sort, il y a 12 ans, 13 ans maintenant, on me prenait pour le dernier des farfelus, mais avec quoi il vient? Mais je disais, mais vous en servez déjà tous les jours? C'est les sondages. Les sondages, tu demandes à un échantillon représentatif de la population ce qu'il pense, mais quand il ne pense pas. C'est ça un sondage. Hein? 5 heures le soir, tu es en train de préparer le repas pour les enfants, tu reçois un coup de fil, tu n'as pas envie. Ah, qu'est-ce que vous pensez sur la migration? Oh, je suis contre, baf. Et cette réponse-là va avoir un impact sur la vie politique en Belgique. Quel a été en fait le déclencheur de cette réflexion, de cette démarche de t'intéresser à la démocratie? Ah, c'était le plaisir d'être belge en 2010-2011. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était l'époque où on n'avait pas de gouvernement pendant 1 an et demi. On a battu tous les records du monde. Beaucoup de gens pensaient que on n'avait pas de gouvernement parce que la Belgique était compliquée. Et ce n'était pas mon analyse. Je disais, mais on n'a pas de gouvernement parce que la démocratie est devenue compliquée. Et donc là, je me suis dit, mais si les politiques ne s'en sortent plus entre eux, par crainte des prochaines élections, alors invitons les citoyens lambda qui sont libres des pressions électorales pour voir s'il y a des solutions à trouver ensemble. C'est alors que David va lancer, avec d'autres, une expérience inédite à l'automne 2011, le G1000. Près de 1000 citoyens belges de tout profil et horizon vont être sélectionnés par tirage au sort et vont se rassembler pour une journée de débat. Leur but,
proposer des recommandations aux représentants politiques sur différents thèmes comme la sécurité sociale ou l'immigration. Il y a d'abord l'échange d'idées, l'échange d'opinions avec différentes personnes. Je crois que ça a été enrichissant. Je pense qu'à l'avenir, l'idée, ce serait de multiplier ce type d'initiative sous cette forme ou sous une autre. Effectivement, beaucoup de choses sont encore à inventer et c'est ça qui est excitant, effectivement. Le J1000 était un sommet citoyen, un parlement qui a duré un jour et qui a voulu tirer au sort un échantillon représentatif de toute la population belge. Et donc la volonté du J1000, c'était de se poser la question, est-ce qu'une autre démocratie est possible? Mais qu'est-ce qu'il en est sorti finalement? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de décision comme si c'était spontané, il n'y a pas vraiment de décisions qui ont été prises par la suite. C'était un peu décevant comme bilan finalement. Bon, quand je fais le bilan du J1000, c'est assez simple. Sur le contenu, rien n'a été fait avec les travaux du J1000. Rien. Par contre, sur la méthode de tirer au sort des citoyens et les inviter dans la prise de décision politique, depuis le J1000, la Belgique est devenue un pionnier en Europe. Tu dis quand c'est bon? Ouais. Selon vous, comment peut-on améliorer notre système démocratique? Oh, je sais rien du tout. Se reposer la question au sein des partis sur la sélection peut-être des candidats et sur leur motivation, peut-être essayer d'aller rechercher de nouveaux profils aussi. Je suis résigné à subir, là je ne vois pas ce qu'on peut faire. Peut-être écouter plus la population, celle qui est au bas de l'échelle, comme on va dire, entre guillemets. Appliquer plus la démocratie en politique. Écouter un peu plus les gens, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la détresse. Mais je pense qu'il faudrait plus écouter les citoyens, savoir leurs avis, ce qu'ils en pensent. Favoriser la rencontre, le dialogue dans tous les lieux possibles. Que les décisions ne soient pas prises uniquement par les représentants politiques. Je pense que la population pourrait apporter leur propre vécu, leur propre expérience pour que les décisions puissent être adaptées à la population. Impliquer davantage les citoyens, c'est l'idée de David Van Reybrouck et des expérimentations du J1000. Et elle a inspiré plusieurs politiciens, notamment dans l'est de la Belgique, dans une région de 80 000 habitants dont la première langue est l'allemand. En 2019, les élus de la communauté germanophone décident, à l'unanimité de tous les partis, d'instaurer un dialogue citoyen permanent. Plusieurs fois par an, des assemblées de citoyens tirés au sort sont réunies au sein du Parlement local. Ils vont y débattre de divers thèmes, comme par exemple les soins de santé, le logement ou l'intégration. Puis, ils émettent des recommandations aux politiques. Ce dispositif est permanent, ce qui le rend unique au monde. Presque chaque semaine, des chercheurs et des élus du monde entier débarquent à Eupen pour venir voir de plus près ce modèle inédit. Alors, comment ça fonctionne ? Il y a 2 institutions citoyennes permanentes qui ont été créées à Eupen. D'abord, l'Assemblée citoyenne, composée de 25 à 50 citoyens tirés au sort. Après avoir été soigneusement informés par des experts sur la thématique, ils sont chargés de faire des propositions aux députés locaux. Ensuite, il y a le Conseil citoyen. Ils sont 24 tirés au sort parmi les anciens assemblistes. Ils définissent les thématiques. Ils assurent le suivi des recommandations au niveau des politiques. Les participants de l'Assemblée débattent lors de plusieurs week-ends. Ils reçoivent jusqu'à 100 € par jour. Mais ce sont le Parlement élu et le gouvernement local qui seuls peuvent décider d'appliquer ou non les propositions citoyennes. Je rencontre Oliver Pasch. Ah, guten Tag. Hallo, wie geht es? Und selbst? Le ministre-président de la communauté germanophone et un des artisans de ce dialogue citoyen permanent. C'est les citoyens qui sont dans les 2 institutions, l'Assemblée, le Conseil. Ça, c'est vraiment unique au monde. Et ça, c'était vraiment une volonté dès le départ, de laisser les citoyens entre eux. Dès le départ, on voulait que les citoyens soient indépendants, qu'ils aient toute leur liberté pour décider eux-mêmes du sujet qui les intéresse et de prendre en toute indépendance par rapport aux politiques leurs recommandations.
il y a quand même une sacrée limite, c'est-à-dire que ça doit quand même passer par le Parlement. C'est quand même des élus, c'est quand même les députés germanophones qui vont décider et qui feront un peu ce qu'ils veulent de ces suggestions. Non, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent des recommandations. D'ailleurs, ce serait une très grande erreur. Et si jamais les ministres ou les parlementaires ne mettent pas en œuvre les recommandations des citoyens, ils peuvent le faire, c'est vrai, mais on doit le justifier. Et il faut le faire en séance du Parlement public. Et vous pensez que vraiment on peut réenchanter la démocratie, remotiver les citoyens, leur redonner confiance avec la démocratie délibérative, avec ces délibérations? On ne peut pas arrêter de se battre pour la démocratie, parce qu'il faut toujours se rendre compte, l'alternative, c'est la dictature, c'est l'autocratie, c'est ce qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps. Nous avons tout intérêt à trouver des instruments pour renforcer la démocratie et pour renforcer la confiance mutuelle entre citoyens et politiques. Je ne pense pas que notre dialogue des citoyens va sauver la démocratie au monde. Mais je pense que ça peut être un instrument pour renforcer la démocratie et c'est le but. Ursula peut en témoigner. Jeune retraitée, elle travaille bénévolement dans ce magasin de seconde main qui finance des projets sociaux en Inde. Elle a participé à la 3e assemblée citoyenne sur le thème du logement. Elle est aujourd'hui une membre très enthousiaste du Conseil citoyen. Alors toi, il y a quelques mois, quelques années, tu as reçu un courrier qui te demandait de participer au dialogue citoyen. Ça représentait vraiment les habitants de la communauté? Oui, il y avait beaucoup de jeunes. Il avait la plus âgée, je crois, il avait 80 quelque chose, et la plus jeune, 16 ou 17. Il y avait des gens qui ont fait des études, des gens comme moi qui n'ont pas fait d'études, il y avait des pensionnés. Tout le monde a pu dire son opinion. On a tous discuté parce qu'on était quand même là. Tout le monde avait quand même le même but, de trouver des solutions, de trouver des idées à donner au Parlement pour qu'eux, ils font des lois ou des décrets. Vous avez déjà entendu parler du Conseil des citoyens ou des dialogues citoyens? Non, du tout. Les gens se mettent dans des petits groupes, ils discutent sur le thème et à la fin, ils donnent leurs idées au président du Parlement et ils doivent en discuter et en faire des lois ou des décrets. Mais nous, on a vraiment le pouvoir de changer les choses. Toi, tu es devenue vraiment une militante. Oui, voilà. Je parle tout le temps parce que les gens me disent « Oh non, on en a marre d'aller voter ». Je dis « Non, on est écouté. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Ça me rend fière. Maintenant, quand on va voir les décrets fin d'année, au début de l'année prochaine, je sais que ce décret-là, ils l'ont créé parce que moi, j'étais là. On a changé quelque chose, nous, les citoyens, enfin, les représentants des citoyens. Donc, Patricia, tu présentes le collectif des assemblistes? Oui, on peut voir ça, oui, d'accord. À Eupen, je retrouve les membres du collectif Cap Démocratie. Ce sont eux que j'avais suivis lors de leur récolte de signatures à Charleroi. Ils sont ici pour en savoir plus sur le dialogue citoyen permanent, car c'est pour mettre en place ce modèle au Parlement wallon qu'ils ont lancé leur pétition. Vous avez été assembliste, maintenant vous êtes dans le conseil, donc on va dire que vous êtes, en termes de technique, vous êtes bien plus politisé et conscient de comment ça fonctionne aujourd'hui qu'avant. J'ai participé à la première assemblée citoyenne qui avait le thème « les soins ». Je les laisse discuter avec Ursula et 2 autres membres du Conseil citoyen. Et moi, je file dans le Brabant wallon. J'aimerais en savoir plus sur les avantages et les limites du tirage au sort. Je vais rencontrer Mine Rechamp, professeur de sciences politiques et spécialiste en innovation démocratique. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'avoir si peu de pouvoir, nous, en tant que peuple? Parce que le peuple, ça n'existe pas, en fait, d'une certaine façon. En fait, c'est une multitude d'individualités. Et c'est d'ailleurs parce que cette multitude n'a pas le même avis qu'on a besoin de la démocratie. Si on pensait tous la même chose, pas besoin d'une démocratie, pas besoin de se fatiguer d'une certaine façon à ça. Nous, dans le travail de pétition qu'on fait, on entend « Quoi, mais vous êtes fous ? Moi, je veux pas que mon voisin il soit tiré au sort parce qu'il est trop con. Je veux pas qu'il prenne une décision pour moi. » C'est cette crainte de le tirage au sort va mettre dans une disposition d'influencer les décisions des gens qui sont pas capables ou pertinents pour le faire. C'est la démocratie. Comment est-ce qu'on veut faire autrement? On pourrait faire autrement, mais ce serait la dictature. Le tirage au sort, ça renvoie l'idée même de démocratie en disant dans une démocratie, on doit être à la fois gouvernant et gouverné.
Et pour être gouvernante, soit tout le monde participe, soit si on décide qu'à un moment donné, par des raisons d'efficacité, il ne faut pas que tout le monde participe, on devrait alors pouvoir tirer au sort pour donner à chacun et à chacune la même chance de tirer au sort. Et tout le monde donne ses opinions. Et à la fin, on met des propositions au Parlement. Ce n'est pas le con qui va mettre les propositions, c'est tout le monde. Le gros avantage de cette démocratie délibérative, c'est qu'elle va toucher des personnes qui d'habitude ne participent pas à la prise de décision. Et on dit parfois que la diversité, elle bat en fait l'expertise, la connaissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'avoir une décision qui est prise par des personnes qui ne se ressemblent pas, après une délibération, elle est plus fine qu'une décision prise par des personnes qui se ressemblent, qui ont l'habitude de discuter ensemble. Et donc, si on veut des décisions qui touchent davantage à la population, qui tiennent compte de la réalité de la population, il faut amener cette diversité-là. Et comment ça s'est passé dans la prise de décision au moment d'atterrir sur les recommandations alors? Fort par rapport à démocratique. ça? Je fais une proposition, je ne suis pas suivi, ben tant pis, je l'ai peut-être mal formulée, ou bien les autres étaient trop bêtes pour comprendre, ou peut-être les deux à la fois. Non, ça s'est très très bien passé dans tous les points, dans tous les détails, à toutes les réunions. Le tirage au sort est en fait la moins mauvaise solution parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un seul tirage au sort, mais d'un double tirage au sort. On va devoir en fait faire des quotas, entre guillemets, faire stratifier par rapport à des catégories qu'on estime importantes, par exemple le genre, par exemple le niveau d'éducation, par rapport à l'âge, par rapport à la géographie. Et donc si on compare la composition sociodémographique d'une assemblée tirée au sort par rapport à une assemblée élue, l'assemblée tirée au sort ressemble davantage à la population à laquelle elle se réfère qu'une assemblée élue. Il y a beaucoup de gens qui ont le nez dans le guidon, boulot, enfants, etc. Nous, on est pensionnés ou presque, moi, dans mon cas. Eh bien, je vais avoir du temps pour à consacrer à. Mais ces personnes-là, ils ne l'ont pas. Ce sont des réflexions que nous faisons dans le Conseil. Comment créer des moyens pour attirer plus de personnes jeunes? Par exemple, on avait déjà une fois émis l'idée d'une crèche pour les enfants. Parce qu'on veut absolument être là pour tout le monde, pour toutes les générations. On sait que si on laisse faire les choses, naturellement, c'est certains groupes qui vont être dominants. Et donc le tirage au sort permet en partie de contrebalancer ça. Et c'est là où c'est la moins mauvaise solution. Donc le tirage au sort, en fait, nous rend égaux par rapport à cette invitation. À nous de saisir cette invitation, mais aussi aux organisateurs, aux organisatrices, de mettre en sorte qu'on ait le plus de chances possible de dire oui à une telle invitation. Il faut aller chercher les gens. Il faut aller chercher les gens, en fait. Et c'est ça la grosse difficulté, c'est de rendre les gens, en fait, égaux, non seulement en droit, mais aussi dans cette possibilité d'utiliser ces droits. C'est peut-être aussi de prendre le moment pour dire que nos politiciens font un travail extraordinaire de recherche, d'analyse sur nos propositions. Pour eux, c'est aussi un défi. On sait en fait que les personnes qui ont participé à un processus participatif, eh bien, ça va changer en fait leur vision des choses. La confiance ne va pas nécessairement augmenter, il ne faut pas faire ça pour augmenter la confiance, mais ces personnes ont davantage compris le rôle et la complexité en fait de la prise de décision. Bien sûr, et c'est ça la difficulté, c'est qu'on parle d'un mini-public, on parle de quelques dizaines, parfois quelques centaines de personnes par rapport à des populations qui font plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers, voire des millions de personnes. Je trouve que finalement, je suis assez marqué par l'enthousiasme des assemblistes vis-à-vis de leur modèle. Je pensais qu'ils seraient un peu plus critiques, mais j'ai vraiment senti qu'ils croyaient énormément à ce modèle-là. Et ça me donne beaucoup d'enthousiasme et d'envie de continuer vers ce modèle-là. Ça prend du temps, ça s'affine. Et dans une société où tout doit aller vite, ok, on a des urgences, mais quand même prendre conscience que tout se... Voilà, ça sort pas comme ça, et dans une société où tout va vite. Moi, je suis content d'entendre des gens conscients de ça. C'est cool, quoi. Le point qui m'a le plus marqué, c'est leur vision de la politique, quoi. Les élus font des choses qui sont un travail de fou, ils sont vraiment géniaux, ils sont hyper en soutien de l'action politique. Et en fait, on se rend compte que quand on met les citoyens, quand on leur donne du pouvoir, en fait, ils comprennent mieux la réalité. Et en fait, ça devient les premiers défenseurs du système actuel, quoi. Alors que j'aurais vraiment cru qu'il y en aurait au moins un qui m'aurait dit c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir décider nous-mêmes. Et là, pour le coup, pas du tout. OK. Yes. Vous pensez que c'est une bonne idée de donner plus de pouvoir aux citoyens directement? Je pense oui, parce qu'en général, les gens savent ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent une meilleure vie, ils veulent une bonne qualité de vie. Oula, bonne question. C'est vrai qu'en donnant un peu plus de pouvoir aux personnes qui sont réellement sur le terrain, on pourrait prendre des décisions qui sont plus à même d'être logiques. Mais est-ce qu'on est mûr pour ça? J'en sais rien.
J'en sais rien. Si on donne trop de pouvoir, mais qu'on ne fasse pas en sorte que les gens s'informent, je pense pas que c'est les bonnes décisions qui soient prises. Si les élus sont élus, c'est pas pour rien, et c'est parce qu'il y a aussi... Enfin, eux, ils ont tout un savoir derrière, une formation. Ça me paraît bien, pas pour des choses très importantes, hein, mais pour ce qui nous concerne vraiment. C'est une bonne idée, et pour moi, ça devrait être obligatoire dans les décisions importantes. Il faut des garde-fous parce que ça pourrait vite tourner mal. Peut-être que ce serait un bon changement, que ce serait un truc positif, voilà, parce qu'on aurait peut-être l'occasion de s'exprimer par nous-mêmes et non pas spécialement en passant par des politiques. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais je me demande comment ça pourrait s'appliquer en fait. Tout le monde n'est pas très enthousiaste par rapport au tirage au sort des citoyens. Comme Geoffrey Grandjean, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, et vous? Oui, très bien, très bien. Donc vous avez une position plutôt critique hein, par rapport aux assemblées citoyennes. Oui, alors c'est pas tant les assemblées citoyennes, c'est surtout le mécanisme qui permet de composer ces assemblées citoyennes et surtout le mode de sélection qu'est le tirage au sort. La question du tirage au sort, c'est la question de la sélection aléatoire. Comment est-ce qu'on choisit de manière aléatoire? Et c'est là où moi je suis très interpellé, parce qu'on enferme des citoyens dans des catégories. On va essayer de s'assurer d'une certaine diversité grâce à des techniques statistiques et des algorithmes pour avoir une certaine représentation en termes d'âge, d'origine géographique, d'origine sociale et de formation. Ça signifie donc qu'on enferme le citoyen dans des cases. Il pense comme il est socialement. Et ça, moi, j'ai un gros problème avec ça. Un patron peut très bien voter à gauche, comme un ouvrier peut très bien voter à droite. Dans l'histoire, c'est surtout une certaine élite hein, qui a dirigé, mais justement, est-ce qu'il n'est pas temps de changer, d'inventer autre chose, d'enfin installer une vraie démocratie où le peuple, la population a plus de pouvoir? On a l'impression qu'avec ces panels citoyens, on va pouvoir entendre tous les citoyens, alors que pour le moment, dans les dispositifs qui sont mis en place en Belgique, la participation, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Et là, moi, c'est un autre point, est-ce que finalement, on ne va pas aboutir à ce que seuls des citoyens qui ont l'intérêt, qui ont le temps et l'argent pour pouvoir participer, soient présents dans ces panels citoyens. Et donc moi, je crains la mise en place d'une nouvelle élite, tout simplement. Et donc, en nous faisant croire qu'on va donner plus de pouvoir aux citoyens, on va simplement remplacer une élite par une autre. Si on est sélectionné, si on est tiré au sort pour un jury d'assises, on est obligé d'y aller, ou en tout cas de donner des excuses valables. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager la même chose pour une assemblée citoyenne, par exemple, sur laquelle on serait tiré au sort, dire voilà, c'est obligatoire. Et évidemment, pouvoir donner aussi, pareil, un congé, comme il y a un congé pour les jurys d'assises, un congé au niveau d'un travail citoyen. Quel est le coût de tout ça? Moi, je veux bien. Mais alors, il faut réfléchir et il faut penser, mettre ça sur la table, c'est quel est le coût de tout cela. Si on rend cette participation obligatoire, et je pense que c'est une des pistes, c'est de permettre à n'importe quel citoyen, compte tenu de ses conditions sociales et économiques qui sont parfois défavorisées ou précaires ou autres, de pouvoir participer de la même manière et dans les mêmes conditions. Comment voulez-vous que des citoyens souhaitent participer quand on voit qu'il y a de telles divergences salariales entre des très très riches et des très très pauvres? Je pense qu'il est urgent de d'abord agir sur les inégalités, de lutter contre les inégalités pour ensuite penser le système politique de demain. Malgré les critiques, les expériences démocratiques avec du tirage au sort se multiplient. Dans la capitale aussi, des assemblées citoyennes tirées au sort ont été lancées par le Parlement régional depuis 2021. Bruxelles suscite énormément de débats, tellement de débats que le Parlement bruxellois a voulu y réfléchir avec des citoyens. Pendant 1 mois et demi, une commission composée de citoyens tirés au sort et d'élus s'est réunie pour émettre des recommandations. Je vais rencontrer 3 députés bruxellois qui ont voté la mise en place de ces commissions délibératives. Bonjour. Bonjour. Magali Plovy est l'ancienne présidente du Parlement francophone bruxellois et l'une des promotrices de ces commissions. Je suis arrivée au Parlement en 2013 comme parlementaire et c'était un petit peu nouveau pour moi. C'est vrai que j'étais très enthousiaste. Et puis au fil des mois, j'ai quand même découvert que la démocratie n'était pas tout à fait comme celle que j'avais imaginée et que le pouvoir était quand même plutôt au niveau entre les mains de l'exécutif et des partis. Pépéine Kénis a été élue en 2019 au Parlement bruxellois.
Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il n'appartient à aucun parti. Je siège pour un mouvement citoyen, en fait, qui s'appelle Agora, Agora Brussels, le nom entier. Et c'est un mouvement qu'on a créé en 2018 pour, en fait, revendiquer une démocratie plus citoyenne à Bruxelles, notamment avec des aspects de démocratie délibérative. Le mode de fonctionnement d'Agora est assez singulier. Pepijn ne peut voter au Parlement que sur les décisions prises préalablement par des assemblées citoyennes tirées au sort, assemblées que le mouvement organise régulièrement. Geoffroy Comans de Brachen siège aussi comme député bruxellois. Il a participé à une commission délibérative et il ne mâche pas ses mots. Aujourd'hui, je suis extrêmement mitigé par rapport à cette participation. J'ai l'impression que nous avons trompé les lecteurs et j'ai l'impression qu'on a un petit peu essayé de masquer un cheval en le transformant en zèbre. Alors c'est quoi ces commissions délibératives bruxelloises? Petite immersion dans la 6e édition qui a pour thème les nuisances sonores. Vraiment la logique qu'on va adopter de plus en plus, c'est d'avoir ces moments de plénière où on partage beaucoup d'informations et les moments de petits groupes, on va être plutôt dans la productivité. Donc ici, on va découvrir ce qui s'est passé d'un groupe à l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va pouvoir donner du feedback. Le système mis en place à Bruxelles est un peu différent de celui de la communauté germanophone. Contrairement à Eupen, à chaque assemblée, les 45 citoyens tirés au sort sont constamment accompagnés de 15 députés bruxellois. C'est ce qu'on appelle des commissions mixtes. Les thèmes sont proposés par des élus ou des citoyens, les participants sont rémunérés, et comme à Eupen, ils sont informés par des experts. C'est un autre modèle que vous avez mis en place. Alors pourquoi vous avez tenté autre chose finalement? Voilà. Parce qu'en fait, on est parti du constat que quand il y a des panels citoyens, donc ça veut dire uniquement des citoyens qui travaillent ensemble pendant plusieurs jours et qui viennent après présenter ce résultat, des recommandations par exemple, auprès de parlementaires ou d'un gouvernement, mais souvent en fait il y a un blocage, il y a parfois même une méfiance et au final il y a peu de résultats, il y a peu de suivi. Pour moi, il y a vraiment quelque part une méfiance des politiques envers des citoyens. Donc, moi je dis toujours, si vous voulez, vous les politiques, que le citoyen a de nouveau confiance en politique, commencez par faire l'inverse, donner votre confiance aux citoyens. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire une mind map plus complète, donc une représentation visuelle de vos idées. On a le droit ou l'obligation de vote depuis qu'on a 18 ans. Et donc, je voulais aussi savoir comment le travail se faisait derrière. Je trouvais très intéressant de rencontrer les parlementaires et d'autres citoyens pour voir un peu ce qui pouvait en sortir. Et donc, j'espère clairement que nos recommandations seront écoutées. Ici, véhicule à moteur, c'est véhicule à moteur et limitation des bruits intempestifs, en fait. Obliger que les chantiers se fassent de manière continue. C'est un peu centralisé géographiquement les activités nocturnes, et les isolés. Ah oui, c'est ça. Si c'est ça le boulot des politiques qui font bien leur travail pendant toute la journée, eh ben c'est pas du tout repos. Ça vous rapproche un peu des politiques? Pas nécessairement, mais la critique est aisée, mais l'art est difficile. Il y a pour moi trop d'influence du politique. D'un côté, on a des politiques qui ont l'habitude, dont c'est le job, de s'exprimer en public, qui ont cette aisance, cet art oratoire de faire passer des idées. Et d'un autre côté, des citoyens qui comptaient un peu les coups, qui se demandaient est-ce qu'on ose parler, parce qu'ils n'ont pas cette facilité à s'exprimer en public. Certains sont sortis de là avec la bouche en cœur, disant « Ah, c'est super, c'est formidable », mais ne se rendant pas compte qu'il avait été manipulé et on l'avait malaxé pendant des semaines et des semaines pour qu'il dise ce que nous voulions. Et ça, ce n'est pas, en principe, le rôle d'une commission délibérative. Est-ce que c'est pas dangereux quand même d'avoir les élus? Est-ce qu'on ne tord pas le processus? On a essayé de prévoir un certain nombre de mesures pour éviter que les parlementaires prennent trop de place. Ça nécessite évidemment une facilitation avec des personnes expérimentées pour veiller à ce que tout le monde puisse prendre la parole. Donc pour le moment, l'idée, le but, c'est pas de dire ok, quelles sont les idées qu'on veut garder, c'est plutôt de challenger, de continuer à réfléchir ensemble, à voir comment est-ce qu'on pourrait les améliorer. Et à partir de demain, alors on va commencer à essayer de sélectionner celles qui sont les plus pertinentes. Alors j'ai décidé de venir parce que c'était une opportunité incroyable de venir au Parlement, tout simplement. Mais aussi parce que je cherchais un travail étudiant et que c'est rémunéré. Et pourquoi dire non à quelque chose qui est rémunéré? C'est bon? Ouais. Ok, donc concernant la vie nocturne à Bruxelles,
Nous, on a redirigé certaines activités nocturnes vers le jour, donc notamment comme à Berlin, un peu avec les boîtes de nuit de jour. C'est une belle expérience. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voit les choses comment ils sont et j'ai peut-être une petite idée pour plus tard. C'est-à-dire? Peut-être revenir plus tard, ici. Devenir député? Ouais. Donc, je m'appelle Johnny, si jamais vous avez oublié. Et on va commencer par la sensibilisation. Sensibiliser et informer. Nous vous proposons de créer une campagne de l'impact du bruit sur la santé. On a l'impression que ces commissions délibératives, elles pourraient être ouvertes à ma fille de 6 ans. J'avais l'impression, en entendant les différentes personnes s'exprimer, qu'on faisait un peu un oui-oui fait de la politique. Or, je pense que, fondamentalement, nous avons des enjeux complexes qu'il s'agit de résoudre, et donc ça nécessite d'y répondre avec des réponses complexes. Les réponses aux enjeux sociétaux sont tellement complexes et tellement diversifiées qu'on ne peut pas les réduire à un vote pour un parti. On peut très bien s'imaginer quelqu'un qui est peut-être d'accord avec la politique fiscale d'un parti, d'une liste, et les idées au niveau de l'intégration des migrants d'un autre parti, mais ça, on ne peut pas l'exprimer. Donc c'est pour cela qu'il faut compléter ce système avec de la délibération citoyenne qui va, pour moi, vraiment apporter des solutions beaucoup plus concrètes à des problèmes sociétaux qui sont complexes et surtout des solutions avec visée long terme qu'on oublie trop souvent dans la politique représentative parce qu'on veut surtout se faire réélire dans 5 ans. Je vous l'ai dit, le tirage au sort surgit désormais partout. En octobre 2020, le Parlement wallon a aussi voté la possibilité d'organiser des commissions délibératives mixtes avec des citoyens tirés au sort et des députés. Le même modèle qu'à Bruxelles. Je vais déjà le remonter comme ça, on regarde un peu l'article devant. Ouais, tu peux pas regarder si c'est pas trop tordu. L'initiative peut venir des élus ou d'une pétition signée par au minimum 2000 wallons. Les 3000 signatures, on les a eues sans trop de problèmes. Et c'est avec cet objectif que les militants de Cap Démocratie ont récolté des signatures. Leur but, créer la première commission mixte, citoyens et élus du Parlement wallon. Ce qu'ils ont proposé dans leur pétition, un débat sur la mise en place en Wallonie d'une assemblée et d'un conseil permanent composé uniquement de citoyens. Exactement le modèle qu'on a vu à Eupen. Moi, je pense gratter petit à petit, pouce par pouce, tu gagnes du terrain. Et moi, c'est ma stratégie, en tout cas. Oui, et être ferme sur les... Il faut des conditions de réussite de ces assemblées citoyennes. Tout à fait. Si on est ferme là-dessus et que c'est pas juste de la façade, prouver que c'est efficace. Alors on peut prouver vraiment quelque chose de pertinent, quoi. Et après, ce sera difficile pour eux de faire passer ça à la trappe et de ne pas le généraliser, quoi. Oui. À ce stade, ils attendent toujours la réponse du Parlement wallon, qui a le droit de refuser. Ils restent mobilisés. Et aujourd'hui, ils ont réuni d'autres collectifs citoyens pour une assemblée populaire et des échanges d'idées. Cap Démocratie, et puis tout le projet d'assemblée citoyenne, c'est très fédérateur, quoi. Ça réunit vraiment un projet constructif. Avec des gens de différents milieux sociaux qui se rencontrent et qui discutent. Oui. Sur les réseaux, on fait que s'engueuler et on se parle pas, on s'écoute pas, en fait. C'est ça. Tandis que revenir à un fondement de la démocratie où on institue une assemblée de citoyens tirés au sort, c'est ouvert à tout le monde. Malheureusement, il y a un point faible dans toutes les expériences de participation citoyenne en Belgique, quel que soit le modèle. D'après la Constitution belge, les élus gardent le dernier mot sur les propositions citoyennes. Alors ne faudrait-il pas modifier la Constitution ? Je laisse l'Assemblée citoyenne populaire se poursuivre et je mets le cap sur le Hainaut. Je vais rencontrer une constitutionnaliste de l'Université de Mons. Pour Anne-Emmanuelle Bourgault, c'est très clair. Il faut changer la Constitution et faire une nouvelle réforme de l'État qui donnera plus de pouvoir aux citoyens. On a été capable, après la Première Guerre mondiale, de donner le droit de vote à une population
qui étaient largement analphabètes, un siècle plus tard, grâce au progrès de l'instruction obligatoire, et parce qu'on est en Belgique, il faut savoir, un des pays qui compte le plus haut taux de diplômés de l'enseignement supérieur au monde. Mais là, on doute encore de la capacité des gens à décider eux-mêmes, de ne pas passer par le filtre d'élus, dans cette vision paternaliste. Alors, les élus, ils savent mieux que nous, alors qu'on est surdiplômés. C'est totalement schizophrénique. Donc il faut arrêter cette schizophrénie en laissant les gens décider eux-mêmes et pas seulement par l'intermédiaire de représentants avec lesquels ils le disent de plus en plus souvent. Toutes les études le montrent, ils ont un problème de confiance majeur. Je préfère faire confiance au tirage au sort que des gens qui sont élus. Nous, collectifs citoyens, on a été aux élections, on n'avait pas de médias, on n'avait pas de fric, et finalement, ceux qui se retrouvent là, c'est des gens qui ont du fric, qui sont payés et qui ont les médias. Est-ce que c'est pas un peu naïf de croire que les élus vont se tirer une balle dans le pied en se retirant eux-mêmes du pouvoir? Alors je vais vous dire, les élus qui en Belgique sont contre l'approfondissement de la participation parce qu'ils pensent que ça mine leur rôle, que ça leur ferait de l'ombre. Eh bien en fait, ils n'ont pas compris ce que c'est la démocratie. Alors j'ai un conseil à leur donner, c'est d'arrêter d'être des élus, parce qu'on est quand même dans un régime démocratique. Ils ne sont pas là pour se représenter eux-mêmes, ils ne sont pas là pour se servir eux-mêmes, ils sont là pour représenter les aspirations de ceux qui les ont élus. Je pense que ça doit être contraignant. Tout ce qui est qui doit passer, ou ce qu'on demande, une pétition, ou quoi que ce soit, il faut le mot contraignant. Donc juste une petite précision sur ça. À ce stade, tant qu'on n'a pas modifié la Constitution, on ne peut pas rendre un vote populaire contraignant en Belgique. Évidemment, c'est un tue-l'amour, parce qu'on dit aux citoyens, venez participer, mais en fait, vous n'avez pas vraiment de pouvoir, parce que c'est nous, les élus, qui gardons le pouvoir. D'après elle, il faudrait donc inscrire le tirage au sort des citoyens dans la Constitution. Mais elle souhaite aussi ajouter un autre outil démocratique qui n'existe pas en Belgique. Le tirage au sort, c'est encore de la représentation. Et là, le référendum, alors, est vraiment parfait, parce que le référendum, c'est plus de la représentation, c'est tout le monde qui va décider. La prochaine réforme de l'État, elle devrait faire l'objet d'un processus participatif qui allie tirage au sort et référendum. Et en fait, ça a été fait ailleurs, ça a été fait en Irlande. Les Irlandais ont dit massivement oui au mariage gay. On connaît désormais les résultats officiels du référendum organisé hier. Le référendum, vous voyez ce que c'est. Chaque citoyen peut répondre par oui ou par non à une question posée à toute la population. C'est ce qu'on appelle la démocratie directe. Le gouvernement l'a annoncé, si le oui passe, eh bien, il ne reviendra pas sur cette décision. Les Irlandais ont mis en place ce que propose Anne-Emmanuelle Bourgault, combiner référendum et délibération citoyenne. En 2013, 66 citoyens tirés au sort et 33 députés se sont rassemblés pour discuter d'une révision de la Constitution. L'objectif était notamment de permettre le droit à l'avortement et le mariage homosexuel. Pas rien dans un pays très catholique. Ces propositions ont ensuite été soumises au vote de tous les Irlandais, qui ont voté oui. Et la Constitution a été modifiée, un grand succès démocratique. Qu'est-ce que vous pensez du référendum ? Je suis pour le référendum. Je pense qu'il doit être bien cadré, avec des questions clairement identifiées et non ambiguës, mais je suis pour le référendum. Je connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. À partir du moment où on fait participer la population, c'est une bonne idée. C'est particulièrement vulnérable au populisme, et je trouve ça très inquiétant. C'est bien pour que les politiciens se rendent compte de ce que l'opinion publique pense vraiment, mais je pense qu'après, ce sont quand même des experts qui doivent trancher et donner la décision finale. Je suis à moitié pour, car c'est quand même bien de pouvoir s'exprimer, mais le oui et non est très fermé. Un pays est connu pour ses référendums réguliers, qu'on appelle là-bas des votations. C'est la Suisse, souvent considérée comme une des démocraties les plus abouties. À Sion, comme dans toute la Suisse, c'est jour de vote, ou plus exactement, de votation. Exprimer leur avis 3 à 4 fois par an, les Suisses y tiennent beaucoup. Et tous les sujets sont susceptibles d'être soumis au vote. Cela peut concerner la traçabilité des armes, une réforme fiscale, le coût des médicaments ou encore l'énergie nucléaire.
Ça incite la population, je pense, à s'intéresser et puis ça fait preuve aussi qu'on a le droit de donner notre avis. C'est absolument nécessaire. Je pense que c'est même une condition pour qu'on puisse appeler une démocratie. Les Suisses sont très fiers de leur votation. Mais est-ce un système si parfait? Pour le savoir, j'ai donné rendez-vous à Nenad Stojanovic, professeur en sciences politiques à l'Université de Genève. Les votations restent quand même un système un peu exceptionnel au niveau international, hein, surtout vu leur fréquence. C'est quoi, selon vous, les désavantages de ces votations en Suisse? Parfois, les campagnes référendaires peuvent être influencées par des groupes d'intérêt qui ont de l'argent à investir dans la campagne par rapport à celles et ceux qui n'ont pas cet argent. Il y a également peut-être l'inconvénient que lorsque vous avez beaucoup de votations, le taux de participation moyen, il n'est peut-être pas si élevé comme on l'espérait. En Suisse, la moyenne, c'est 45% de personnes qui ont le droit de vote qui effectivement vont voter. C'est aussi un peu binaire comme processus, hein. C'est oui, non, pour, contre. Est-ce que ça, c'est pas aussi un peu réducteur? Oui et non. Finalement aussi, dans un parlement, lorsque vous devez voter à la fin sur une loi, en tant que parlementaire, vous votez oui ou non. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver à une loi, il y a au Parlement toute une série de débats, de délibérations pour arriver à la loi à laquelle il faut dire oui ou non. Lorsque vous avez le référendum, peut-être cet élément délibératif, il est moins évident. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait un débat, donc une délibération avant le référendum pour finalement permettre à chacun, à chacune de se former une opinion. Débattre et échanger des points de vue, c'est évidemment essentiel dans une démocratie. Ce n'est donc pas étonnant que les Suisses s'intéressent aussi aux assemblées citoyennes tirées au sort. Dans le canton de Vaud, les membres du collectif citoyen Agissons veulent organiser une votation pour instaurer une chambre citoyenne tirée au sort. Mais tout n'est pas si simple. La Suisse est un peu vue comme un exemple, notamment avec vos outils de démocratie directe. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous outiller davantage, d'avoir des nouveaux outils démocratiques, alors que vous êtes déjà à la pointe quand même? En théorie, évidemment, c'est génial. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. L'argent, en fait, joue un rôle à travers tout le processus, que ce soit au moment de l'écriture de l'initiative, pour écrire avec des avocates, des avocats, que ce soit le moment de la récolte de signatures. Il y a des partis politiques qui font appel à des récolteurs professionnels, donc qui sont rémunérés à la signature pour imposer des sujets. Mais le plus gros problème, c'est surtout qu'il n'y a aucune limite. Donc des partis politiques peuvent investir des millions pour influencer des votations qui sont pourtant essentielles pour nous toutes et tous. Les membres d'Agissons sont convaincus qu'une assemblée citoyenne pourrait apporter plus de démocratie dans le système politique suisse. Il y a eu des modèles très différents qui ont été expérimentés dans le monde entier, dans plus de 150 pays. En Belgique, il y a eu ce qu'il y a de plus ambitieux actuellement, c'est vrai, de ce qu'on connaît. Donc on voit que c'est en voie d'expérimentation et on essaye d'expliquer aux politiques que ça ne les met pas en danger, que c'est en complément, au contraire que ça va les aider. Votre premier projet d'initiative populaire, c'était sur l'établissement d'une chambre citoyenne. Exactement. Créer une assemblée citoyenne 2.0 en gros et appeler ça donc une chambre citoyenne législative et représentative. Là est la grande nouveauté, c'est qu'en fait ces personnes peuvent écrire des lois. Donc ce n'est pas seulement des propositions, parce qu'on l'a vu dans d'autres expériences que les propositions passent souvent à la poubelle. Non, ce sont des lois. Du coup, elles doivent être simplement implémentées, tout comme un parlement pourrait écrire une loi. C'est la révolution, ça. Parce que c'est les gens qui ont le pouvoir sur des thèmes extrêmement importants pour leur avenir. Le projet d'Agissons n'a pas pu aboutir. Il devait être soumis à référendum, mais il a été recalé par les autorités avant même qu'une votation puisse être organisée. Les membres d'Agissons ne baissent pas les bras et réfléchissent à d'autres moyens d'action. Dernier retour en Belgique. Il y a quelques semaines, la pétition du collectif Cap Démocratie a été acceptée par le Parlement de Wallonie. La première commission délibérative wallonne va commencer. Qui sait, il y aura donc peut-être un jour un Parlement citoyen tiré au sort à côté du Parlement wallon, comme à Eupen. Une belle victoire, même si ce n'est qu'une étape pour le collectif. Je pense que c'était pas gagné au départ, et je me rappelle des premières réunions, c'était même plutôt le contraire. On se disait, bon,
Il y a peu de chances qu'ils acceptent le sujet, mais on va le faire. Et comme ça, quand ils diront non, on pourra leur dire pourquoi vous avez dit non, on pourra râler, etc. Je me rappelle de ces discussions-là. Et donc, en fait, c'est trop chouette que ça ait été accepté. Pour moi, c'est toutes des victoires sur le fait de réapprendre à débattre ensemble, réapprendre à faire société, réapprendre à ne pas avoir peur de l'avis de l'autre, à se confronter et à construire ensemble. Donc, juste ça, c'est déjà super chouette. Et on sait que les assemblées citoyennes ont cet impact sur les personnes qui y prennent part. À minima, si personne n'écoute ce qu'ils ont à dire et si les recommandations ne sont pas prises en compte, au moins, il y a cet apprentissage de l'avis de l'autre. Et souvent, on voit que les lignes bougent dans les opinions individuelles. Et ça, c'est déjà une victoire. Donc oui, je suis optimiste et je crois que c'est vraiment le cœur de ce qu'on cherche. Il y a moyen de changer les choses, mais il faut être persévérant. Ça, c'est... Et pour moi, le combat ne fait que commencer. Je sais bien que Patricia n'aime pas ces mots-là quand on parle de ces... Mais c'est un combat. Si les citoyens ils s'unissent, ils se réunissent, ils s'organisent pour taper du poing sur la table et dire on veut ça, du moment que c'est raisonnable, eh ben moi je pense que c'est possible. Voilà. Là où je me méfie encore quand même un peu, où j'ai envie d'être attentif, c'est de vérifier qu'en fait c'est vraiment une réelle volonté et que c'est pas juste un coup de com', quoi. Et pour moi, les années qui viennent vont nous répondre, en fait. Si ces recommandations sont appliquées, si d'autres dispositifs sont mis en place, sont pérennisés, clairement, on pourra se réjouir, mais tout reste à faire. Est-ce que vous avez confiance dans l'avenir? On est quand même dans une société probablement assez fataliste où on pense que ça n'ira jamais et que dans 10 ans, ce sera la catastrophe. Ce sera peut-être le cas, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a tout le temps des crises à une époque et qu'on trouve toujours une manière de les surmonter. Non, je ne suis pas très confiant dans l'avenir parce que je pense que les idéologies en vogue sont, à tout point de vue, sont inquiétantes. L'égocentrisme est galopant et forcené. Je vois beaucoup de personnes de mon âge qui se battent pour que les choses changent. Et franchement, je me dis que ça va changer. À un moment, de toute façon, la politique ne peut pas continuer comme ça, donc elle va devoir évoluer. Et j'espère et je pense qu'elle ne pourra évoluer que dans un mieux. Confiance, je ne sais pas, mais je garde espoir. On avance au jour le jour et on verra ce qui arrivera, mais voilà, je suis pas persuadée que tout ira bien. Depuis que je suis tout petit, on me dit que je grandis dans un monde rempli de problèmes. Moi, je pense qu'en tant que citoyen, j'ai envie de les régler, ces problèmes. Je pense que chaque citoyen doit prendre ses responsabilités et être acteur du changement et pas subir seulement les choses. Je pense que c'est important de réagir aussi pour l'avenir. La situation actuelle, elle doit changer, donc elle va changer, et donc espérons qu'elle change bien. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas parlé de décisions concrètes tirées de ces expériences de délibération citoyenne. C'est bien sûr crucial, mais il faut reconnaître que pour le moment, c'est pas évident à évaluer. Des législations bruxelloises commencent à intégrer les propositions citoyennes, pareil à Eupen, mais cela reste des petites mesures. Il faut rappeler que ces initiatives délibératives n'existent que depuis quelques années, et entre-temps, on a connu une pandémie et une guerre aux portes de l'Europe. Sans parler des blocages constitutionnels. Il est donc un peu tôt pour faire un bilan. En tout cas, les expériences vont continuer à se multiplier en Belgique. Car des commissions avec des citoyens tirés au sort sont désormais possibles à la Chambre fédérale. Et certains politiciens ont même le projet de transformer le Sénat en assemblée citoyenne. Mais ces tentatives ne pourront porter leurs fruits que si on leur donne de réels pouvoirs. Dans un contexte mondialisé, où les États perdent pouvoir et influence, plus de participation citoyenne semble un des seuls espoirs de reprendre la main et de sauver la démocratie en la réinventant. On insiste sur l'innovation dans tous les domaines, dans l'économie, dans l'industrie, dans les sciences, dans les sports, dans les arts, dans la culture, partout, sauf en démocratie, l'innovation serait interdite. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une insatisfaction. Et si on ne fait rien pour promouvoir d'autres formes de démocratie qui donnent plus envie d'y croire, la tentation autocratique, autoritaire, va devenir plus forte. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire vivre d'autres imaginaires démocratiques. Seule la participation citoyenne va permettre de changer durablement et profondément les choses et la situation actuelle. Tu ne balayerais pas les élections. Les élections, c'est pas un piège à con pour toi? Non, en fait, chaque
chaque élément, chaque instrument, chaque outil démocratique n'est pas un piège à con. Une élection, un tirage au sort, un référendum, c'est une technologie, a des éléments positifs, a des éléments négatifs. Mais c'est dans l'articulation entre les différentes technologies qu'on va avoir une solution qui sera soit démocratique, soit beaucoup moins démocratique. Et donc les élections ont une valeur, ont un sens d'une certaine façon. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'elles peuvent amener et qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas amener. À mon avis, l'avenir de la démocratie, ce sera des formes hybrides qui mélangeront élection, tirage au sort et démocratie directe. Ça fait 200 ans qu'on pratique les élections, elles sont encore perfectibles. Ça fait 20 ans qu'on pratique le tirage au sort tel qu'on les connaît dans les assemblées citoyennes. Bien sûr, c'est perfectible. Le monde ne s'est pas fait en un jour, la démocratie ne s'est pas fait en un jour. Et ce qui est vraiment démocratique, c'est en fait de pouvoir interroger le cadre de la démocratie. Et là, la participation, la délibération le permet. Quand on a octroyé le droit de vote aux femmes, on n'a pas dit d'abord c'est consultatif, d'abord on va voir si elles votent bien. On l'a pas fait comme ça, on a octroyé le droit de vote aux femmes, à tout le monde. Et oui, ça produit des autres politiques. C'est à mon avis justement ça dont on a besoin, d'autres orientations politiques qui sont plus basées sur une délibération citoyenne et pas sur des accords entre partis politiques. Pour le moment, on joue beaucoup avec le temps et l'énergie des citoyens dans ces processus-là, mais à un moment, il va y avoir une fatigue, un ras-le-bol. Il faut bien se rendre compte que maintenant, on ne peut plus en rester au stade de l'expérimentation. Il faut absolument adopter des principes clairs en la matière pour que ça ne soit pas, si vous voulez, des initiatives isolées, répétées ou non, dans certaines communes, oui, dans certaines régions, non. Il faut absolument organiser les choses, ça sert à ça, une constitution. D'ailleurs, on l'a fait pour le suffrage universel. Il faut le faire pour ces nouvelles formes de la participation. Il y a la grande question de l'impact. On se pose la question, est-ce qu'on va arriver à faire autre chose que des petites mesures comme c'est le cas actuellement? Est-ce qu'il y a un espoir quand même de pouvoir prendre des grandes décisions qui changent nos vies en fait? Oui, je pense que l'impact pourrait être énorme. On pourrait aller plus vite, avec des plus grandes ambitions sur les grandes questions de notre société, avec moins de perte de temps, avec des querelles politiques. On pourrait avoir une démocratie qui donne une volonté aux gens de s'impliquer, en donnant la possibilité des gens de s'exprimer et de redevenir maîtres du jeu.